Bonjour à tous. Bienvenue tout le monde. Je suis justement responsable ici. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir avec nous concernant justement des résultats de qualité au niveau des soins de vente, des résultats basés sur l'expérience de la chirurgie. Nous avons une session vraiment exceptionnelle aujourd'hui. Alors, j'espère je vais remercier nos équipes régionales pour leur soutien, pour créer cet espace de collaboration avec nos différents partenaires partout dans le monde. Nous avons euh, différentes personnes qui nous rejoignent de quatre coins du monde. Mettez votre question dans la boîte de discussion si vous en avez besoin, s'il vous plaît. Soyez respectueux avec les différents participants. Nous savons qu'il y a différentes sensibilités culturelles. Nous sommes ici pour apprendre, en particulier sur la base de la qualité que nous pouvons fournir. Prochaine diapositive. Alors, pour faire en sorte que tout le monde puisse participer, nous avons l'interprétation qui est disponible en espagnol, portugais et français. Prochaine diapositive. Pour avoir accès à l'interprétation en direct, cliquez sur l'icône d'interprétation juste en bas de votre écran ou juste au niveau du globe si vous utilisez un téléphone et utilisez votre langue de préférence, l'anglais ou d'autres langues. Vous avez également les sous-titres qui sont disponibles. Nous avons également des instructions détaillées afin que vous puissiez savoir comment avoir accès à ces différents services. Notre session d'aujourd'hui va commencer par une présentation PowerPoint académique, ensuite une présentation et par la suite, vous aurez la parole pour poser vos différentes questions. Si vous avez une question, s'il vous plaît, indiquez-le dans la boîte de discussion ou alors dans la FAQ. Et nous allons essayer de répondre lors de nos séances de réponse aux questions. Je vais présenter Dr. Folushide Marandle. Alors, c'est un chirurgien en chirurgie reconstructive et de fente. Alors, il fait partie également du conseil de notre organisation et travaille également au niveau du conseil d'innovation. Alors, nous sommes vraiment heureux de l'avoir avec nous. Sans plus tarder, je lui passe la parole. Merci Darcy, merci à toute l'équipe pour cet événement. Bienvenue à tout le monde. J'arrive à voir de nombreuses personnes au niveau de la boîte de discussion, de différentes personnes au niveau de différents fuseaux horaires, différentes régions. Nous avons vraiment une séance de fac qui sera vraiment interactive juste après, mais juste avant, je vais partager une enquête Zoom pour avoir certains éléments sur vos pratiques. Alors, si vous n'avez pas la réponse pour l'instant, vous pouvez partager la réponse plus tard. Je vais ajouter également que toutes ces enquêtes sont anonymes. Alors, vous pouvez dire exactement ce que vous pensez. Alors, il y a cinq questions ici. Vous avez besoin de naviguer, pouvoir voir les cinq questions. Défiler simplement. Bien, 20 personnes qui ont présenté les réponses jusqu'à présent. Fantastique. On va donner juste quelques minutes. Super. C'est bon. J'arrive à voir les réponses. C'est bon. Ce serait vraiment important, intéressant de voir ce que vous avez à dire. Fantastique. Je pense que nous pouvons partager les résultats à présent.
Alors, nous avons un chirurgien, un pathologiste de la parole, nous avons également des nutritionnistes, nous avons également des patients, des familles et des infirmiers. Nous allons passer à la prochaine réponse. Donc, combien de patients avec la fente vous traitez par mois? Bien, nous avons 0 à 10 et ensuite nous avons 20, 21 à 30, etc. Est-ce que vous pouvez utiliser les différentes mesures de votre centre? À présent, nous avons juste 50-50. Il y a d'autres personnes qui disent qu'elles n'utilisent pas ces éléments. Alors, quels sont les secteurs de résultats qui sont évalués dans votre programme? Nous avons 82% des personnes qui parlent de chirurgie. Au niveau dentaire, nous avons 37%. Nous avons tous ces éléments à l'écran. Nous avons les expériences des patients. Nous avons 25%. Dr Percy Russell Perry est chirurgien plasticien, reconstructeur, spécialisé dans la réparation des fentes labiales et palatines, membre du Collège américain des chirurgiens. Il est titulaire d'un doctorat en recherche et clinique. Il est professeur également de recherche à la Faculté des sciences de la santé de l'Université de l'Union péruvienne et assistant en chirurgie plastique à l'hôpital Edgardo Rebagliati Martins de Lima au Pérou. Il a mis au point des techniques chirurgicales innovantes est l'auteur de manuels médicaux et siège actuellement au Conseil consultatif de recherche et d'innovation ainsi qu'au Conseil consultatif médical pour l'Amérique latine de SmileTrain. À vous la parole, chers panélistes. Désolé, j'avais la voix, le son coupé. Est-ce que vous arrivez à m'écouter, Félicité? Merci beaucoup.
Merci de m'avoir accordé ce privilège de parler également de mes concepts relatifs à la qualité de la prise en charge des soins des fentes labiales. Et je tiens tout d'abord à exprimer mon honneur envers cette opportunité de m'adresser à un grand public mondial. Et avant de nous répartir en différents groupes, je tiens à vous déterminer, vous expliquer le contexte. Plusieurs pays sont là aujourd'hui pour discuter de la qualité de la prise en charge de la fente labiale en intégrant les aspects fonctionnels avec les résultats chirurgiques, ce qui contribue en honneur à cette organisation qui a participé à la direction, la gestion et au traitement de millions d'enfants souffrant de fentes labiales et palatines autour du monde. Et comme vous le savez, j'ai travaillé avec cette organisation pour plus de 25 ans et j'ai le plaisir de dire que plusieurs protocoles suivis qui ont été prescrits autour du monde ont permis de réaliser ces résultats formidables qui pourraient également être accomplis autour du monde grâce à ce modèle. C'est une tribune fantastique. Alors, rejoignez-moi dans la félicitation de Smile Train pour ce travail phénoménal, exceptionnel, accompli jusqu'à ce jour-là. Ça fait plus de 3 décennies et je tiens également à remercier Darcy et son équipe pour toutes ces préparations méticuleuses, également pour ce processus complexe avec Grand Rounds et je ne peux pas vous remercier suffisamment pour ce webinaire-là et pour tout le travail que vous réalisez. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui, que les circonstances changent et que si vous décidez aujourd'hui que votre traitement est en fait conduit à succès, il devrait être également mesuré selon le bien-être de votre enfant, de votre famille et non seulement des membres individuels. Est-ce que nous pouvons passer à la diapo suivante? Vous pouvez prendre en fait l'exemple de cette diapositive. Vous voyez en fait cet enfant grandir de 3 ans jusqu'à 7 ans et presque à 14 ans. Et un photographe très populaire de New York a en fait pris cette photo-là. Et là, je vois en fait plus de 50% de vos chirurgiens dans ce groupe-là. Et vous serez d'accord avec moi que, en fait, là, il n'y a pas de stigmatisation au niveau du visage de ce garçon-là, mais en fait, si nous cherchons à projeter sur cette question-là dans ce webinaire sur la fente labiale, voilà donc les différences à travers 14 ans. Donc là, vous pouvez voir que il ne s'agit pas seulement du visage, mais également de tout le corps, donc de la poitrine, du visage et du corps de manière générale. Et là, il s'agit en fait d'une perte de plus d'1 kilogramme lors de la naissance. Et s'il ne s'agit pas en fait d'un seul problème ou d'un simple problème, mais là, la prise alimentaire était également un grand problème. Et donc, comme vous le voyez, en 5 mois, nous avons essayé de lui mettre du poids pour qu'il soit également prêt à la chirurgie ou à l'opération à partir des 2 kilogrammes. Et donc là, il faut dire également que j'ai également appris à sa maman comment le nourrir, comment lui accorder cette prise alimentaire. Et donc là, vous pouvez le voir à 15 ans, vous n'arrivez pas à voir le trajet ou la journée de longue haleine qu'il a parcouru, mais j'ai également
opérer sur lui et ce n'était pas évident. Nous avons également parvenu à une deuxième opération et il a également acquis un bon mouvement palatin, même si la parole n'a pas été perfectionnée. Et aujourd'hui, il travaille également, ou il suit des sessions de psychologie également pour toute affaire cognitive, également pour surmonter des problèmes d'apprentissage. Et nous essayons autant que possible de le réintégrer dans la société pour qu'il puisse être fonctionnel. Et donc, ce qui est très important là, comme baromètre du succès, est de vérifier ou de mesurer le bien-être de l'individu et ceci ne survient qu'en tant qu'équipe. Nous avons appris ceci au cours des 20 dernières années et vraiment nous avons besoin de chaque équipe, de chaque membre de l'équipe. Donc, outre les 2 chirurgiens, nous avons également 2 orthophonistes et 3 orthodontistes, une nutritionniste et un pédiatre, une psychologue, entre autres. Et donc, voilà un autre exemple pour vous donner une différente perspective ou un exemple. Lorsque nous avons commencé à travailler avec Smile Train au début, il y avait en fait un éventail de défis, mais ce que nous avons essayé de faire est d'opérer autant que possible. Et malheureusement, il n'y avait pas suffisamment de temps pour pouvoir vérifier ou mesurer les résultats fonctionnels et chirurgiques que il y a 15 ou 20 ans, mais vous serez d'accord avec moi, il est très difficile de pouvoir combler les lacunes ou même ça ne marche pas de cette manière-là. Il faut en fait ajouter davantage à cela. Et donc, au cours du temps, au fil des années, nous avons progressivement développé un soutien de pathologie de parole où nous avons référé initialement les patients à un institut près de nous et puis nous les avons également invités à nous rejoindre à plein temps il y a 12 ans pour assurer la prise en soin de la fente labiale et palatine. Et nous avons également un autre spécialiste d'orthophonie et de soutien à la parole. Nous avons également appris que nos résultats étaient positifs, même si différents du plan initial. Nous avons également réalisé qu'un nombre de patients avec qui nous avons travaillé, que nous avons traités, avaient également initialement des dysfonctions vélopharyngées. Et donc, nous avons peu de données probantes comme les connaissances ou même juste des compétences pour pouvoir conclure qu'au début, nous avons commencé à traiter ces patients aussi mieux que nous pouvons. Et puis, nous avons fait l'audit de ces résultats au cours de la continuation de certaines des procédures particulières pour pouvoir publié dans notre journal crânio-facial, par exemple, palatin. Et ceci a créé un algorithme ou une formulaire scientifique pour savoir que faire. Par exemple, dans le cas d'un dysfonctionnement vélopharyngé. Et donc, nous avons développé également plusieurs procédures, essayé de parvenir à des techniques comme la palatoplastie par suspension dans la prise en charge du dysfonctionnement vélopharyngé après réparation d'une fente palatine et l'élaboration donc d'un algorithme de traitement. Et vous pouvez trouver ceci dans le journal crânio sur la fente labiale et palatine crânio-faciale. Nous avons notre propre expérience dans l'élaboration de cet algorithme, mais en fait, ceci n'aurait pas été possible sans le travail collectif. Et à ce point-là, je pense qu'il est impossible pour nous, comme chirurgiens, de travailler individuellement ou séparément. Nous avons besoin de grandes compétences développées pour franchir tous ces obstacles-là, mais également pour parvenir aux meilleurs résultats. Mais ceci ne va pas se passer universellement ou même mondialement.
c'est un simple fait qui ne peut pas, en fait, renforcer suffisamment le travail de groupe. Donc, essayez autant que possible de travailler en groupe, de travailler ensemble, collectivement. Chaque membre d'équipe est important et revêt une valeur particulière. Et c'est en fait les résultats ou les sorties collectives qui font la différence. Chelsea, s'il te plaît, s'il vous plaît, la diapo suivante, voilà. Alors, qu'en est-il de... Donc, on revient à la diapo précédente. Oui, merci Chelsea. Alors, qu'en est-il pour les indicateurs traditionnels de la qualité chirurgicale? Alors, nous avons en fait des indicateurs concernant les complications, le taux de réintervention, le taux de fistule, la chirurgie de la parole. Et bien sûr, il y a un éventail de défis également que je souhaite discuter. Et parmi ces défis-là, les critères permettant de mesurer ces résultats qui euh, restent flous jusqu'à ce jour-là. Et donc, parfois, il s'agit en fait de l'insuffisance ou de la dysfonction vélopharyngée. Il y a donc parfois également les problèmes de la parole ou même parfois une grande variété et l'hétérogénéité également pour ce qui est de la solution ou du traitement. Et donc là, nous essayons autant que possible de nous concentrer sur la mesure des résultats qui sont rapportés par les parents et non seulement par les patients. Nous allons entrer dans les détails plus tard. Merci beaucoup. Nous passons au segment suivant. Donc, la diapo suivante, Chelsea, s'il vous plaît. Alors, pour ce qui est des mesures, de la qualité des résultats, très bien. Merci beaucoup. Je serai prêt à commencer. Dans un moment, est-ce que vous arrivez à m'écouter? Merci beaucoup de m'avoir accordé cette opportunité pour discuter de cette question très importante. Durant cette présentation, je tiens également à vous fournir quelques astuces et également à discuter plus tard. Alors, l'évaluation, la mesure des résultats est relative à plusieurs points, à plusieurs facteurs que je tiens également à présenter dans cette diapositive-là. Alors là, comme vous le voyez, il est très important pour la prise en charge de la fente de comprendre ou de pouvoir évaluer les résultats. Et donc, il faut essayer de comprendre la qualité des résultats, également les standards ou les normes. Alors, qu'en est-il des normes d'évaluation? Il est très difficile de pouvoir comparer les résultats ou même de les évaluer sans les mesures ou les normes de mesures standards. Donc, dans cette direction-là, en ce sens-là, les instruments ou les outils sont très importants pour pouvoir valider ces résultats-là, également pour développer la recherche clinique et évaluer de manière adéquate la qualité. Donc, la diapositive suivante. Et voilà donc un simple exemple. C'est un diagramme que nous utilisons pour pouvoir mesurer le problème de manière générale. Et donc, voilà, c'est un diagramme qui est composé de 4 segments en 4 différentes couleurs et chaque segment est en fait relatif à un différent composant et donc par exemple l'angle coronaire ou même par exemple le palais primaire ou donc le l'angle nasal, labial, le palais primaire et le palais secondaire. Et après avoir recouru à ce diagramme-là, il serait peut-être plus facile de parvenir à un diagnostic. Et je comprends très bien que le problème est beaucoup plus complexe que ceci, mais nous pouvons commencer par inclure les principaux composants. Et j'utilise ce diagramme-là pour pouvoir élaborer en fait un diagnostic sur la sévérité de la fente dès la naissance. Donc voilà un exemple. Vous pouvez voir la photo devant vous. Et nous avons en fait 3 degrés de sévérité.
Alors, voilà le code des fentes de 5, 9 et 12. Et donc, il y a 3 degrés de sévérité pour chaque composant et puis un code pour chaque fente. Entre ces 4 segments-là, et bien sûr, il serait plus facile de communiquer au sein de l'équipe parce que grâce à ces 4 nombres, nous avons en fait une idée de la sévérité ou de la gravité de la fente et ces codes-là pourraient être utilisés durant ou au cours de la communication entre membres d'équipe. Et donc, nous avons là un protocole convenable de traitement qui pourrait être appliqué. Et voilà le quatrième component qui est relatif à la fente palatine, par exemple. Donc, c'est un indice de fente palatine. Bien sûr que là, il s'agit d'une proportion simple. Bien sûr que c'est beaucoup plus complexe pour la fente palatine, mais nous comprenons également que nous avons notre expérience et puis, nous pouvons revoir ce document-là, également étudier, examiner la validité de ces instruments-là qui seraient très utiles pour l'évaluation de la sévérité de la fente palatine. Et nous ne pouvons pas parler en fait des résultats sans un diagnostic très précis et convenable au niveau de la sévérité de la fente. On passe à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, voilà un calendrier. C'est une diapo qui est très importante. Alors là, il s'agit d'une ligne, d'un axe chronologique qui est très important, qui en fait reflète des points critiques à évaluer durant ou au cours d'une période de vie d'un patient. Alors tout d'abord, c'est la réparation de la fente labiale et donc de 3 à 6 mois, chirurgie primaire de la fente labiale. Donc, c'est l'évaluation de la gravité de la fente labiale et palatine. Et bien sûr, des enfants ne peuvent pas en fait tous être sous anesthésie générale. Et donc, c'est très bien également d'acquérir autant d'informations que possible avant de performer ou avant de réaliser ces interventions. Et tout d'abord, donc, il serait très bien, ou le meilleur moment pour évaluer la sévérité et la gravité. Et puis, à 5 ans, nous pouvons en fait, pardon, de 9 à 12 mois, nous pouvons assurer la chirurgie primaire du palais. Donc là, c'est le résultat de la chirurgie primaire des lèvres, fiscule alvéolaire, par exemple. Donc, nous pouvons évaluer les résultats labiaux et palatins parce que les enfants sont sous anesthésie générale et donc nous pouvons utiliser différents instruments tout en considérant les différentes manières d'évaluer les résultats de manière très objective. Et bien sûr, l'étape qui suit est en fait à 5 ans, la fermeture de la fente alvéolaire, également la chirurgie de greffe osseuse alvéolaire pendant la période de dentition mixte. Et là, il est très important d'examiner les résultats des services d'orthophonie, évaluation orthodontique, psychologie, entre autres, et finalement de 16 à 8 ans, chirurgie orthodontique de révision secondaire de la lèvre et du nez. Et donc, la diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà le système d'évaluation de la qualité. Alors, c'est un système d'évaluation de la qualité. Alors, plusieurs interventions, donc, selon l'âge également, comme vous l'avez déjà vu, différentes informations, différentes périodes de temps, de 3 à 6 mois, de 9 à 12 mois, et également des interventions A, B, C et D. Alors, pour ce qui est
de cette méthode. On l'appelle la méthode du feu de route ou des signes de feu. Alors, les catégories, un pourcentage de résultats négatifs, de résultats modérés et de résultats positifs. Alors là, nous n'essayons pas seulement en fait d'évaluer les résultats ou la qualité des résultats de l'intervention, de l'orthophonie ou de la chirurgie, mais également nous évaluons la performance du centre durant tout ce temps-là. Donc, qu'est-ce qui se passe si 30% des patients suivent ce traitement-là avec beaucoup moins d'informations sur la qualité? Qu'en est-il d'un pourcentage de 90% de suivi? Alors, ceci est très important parce que nous pouvons également développer ou élaborer un plan spécifique pour chaque patient, pour chaque type d'intervention. Peut-être qu'un certain patient souffre de problèmes de parole ou même d'un problème dentaire ou de problèmes au niveau de la chirurgie. Et donc, voilà la diapo suivante. Pour ce qui est des outils d'évaluation de la qualité des résultats, donc dans le domaine clinique, pardon, il y a également d'autres instruments ou d'autres normes comme les photos standardisées, les évaluations anatomiques, les résultats esthétiques et fonctionnels, et les résultats rapportés par les patients. Et donc, il y a plusieurs piliers et facteurs à prendre en considération. Et donc, un instrument, par exemple, serait la malocclusion ou même l'orthophonie ou même parfois nous utilisons l'endoscopie nasale à 5 ans ou même l'évaluation phonologique et d'autres outils pour pouvoir évaluer et même la nasoendoscopie, comme on l'a déjà mentionné. La diapo suivante. Alors, nous avons également exécuté une étude ou une recherche sur l'utilisation des modèles d'apprentissage profond. Alors là, c'est l'avenir. Nous vivons dans l'avenir, dans le futur, et donc nous utilisons l'intelligence artificielle pour évaluer de manière normalisée ou standardisée, mais là, nous n'évaluons pas de manière arbitraire cette qualité-là, mais en fait, nous perdons davantage d'informations. Alors, il est très important d'utiliser ces outils-là, ces instruments-là qui sont développés par l'intelligence artificielle pour pouvoir évaluer les différents cas de manière standard. Et bien sûr, il y a plusieurs publications à ce sujet-là. Et comme vous le savez, et donc nous devons accepter cette qualité de résultats, ou même pour qu'elles deviennent acceptables, nous devons comprendre également que notre cerveau désire les meilleurs résultats possibles et de cette manière-là, nous pouvons également avoir dans notre centre-là et en nous basant sur cette évaluation de résultats, procéder avec cette formation de centre, de cerveau, en nous basant sur les besoins. Mais ceci est très important. Nous désirons ces résultats-là pour tous les patients-là. Alors, comment rendre ceci possible? Et voilà, c'est tout. Merci pour l'opportunité. Alors, pour ce qui est des résultats tout au long du parcours de soins des fentes labiales et palatines, il faut traiter le patient, pas seulement la fente. Merci, docteur
Merci. Alors là, je vais essayer autant que possible d'expliquer l'importance de cette diapositive-là. Et donc, lorsque nous jetons un coup d'œil sur les résultats après l'opération, après l'intervention, nous cherchons à ce que l'enfant parle bien, parvient à bien manger, à avoir de bons aspects esthétiques, également une bonne performance et être réintégré ou participer activement dans la communauté. Et donc, comment pouvons-nous faire ceci? Comment favoriser la continuité des soins, une amélioration mesurable? Il faut toujours nous rappeler que les résultats doivent être mesurés et suivis de manière longitudinale pour tous les domaines de la prise en charge des fentes labiales et palatines. Et donc, l'utilisation de mesures de résultats standardisés peut guider la prise de décisions cliniques interdisciplinaires comme la parole, l'alimentation, l'audition, les aspects psychosociaux, entre autres. Alors, nous passons à la diapo suivante. Donc, quand nous plongeons dans les domaines des résultats, nous remarquons que nous souhaitons toujours que l'enfant parle convenablement, de manière appropriée, et donc également qu'il puisse être bien écouter, donc son audition soit parfaite, et la clarité de parole devrait également être très normale. Donc, comment se présente tout cela? Dans quelle configuration? Donc, bien sûr, nous utilisons ces protocoles-là dans notre centre. Alors, voilà pour une complète représentation de la bonne parole. Par exemple, nous essayons autant que possible d'évaluer la qualité de soins, de la prise en charge, également ce que nous accordons en termes d'intervention, en termes de thérapie. Également, il y a l'alimentation. Donc, là, nous cherchons la taille, le poids, la croissance longitudinale, le volume par prise alimentaire, les signes de bonne croissance. Et dans ces cas-là, l'orthophonie, par exemple, l'orthophoniste ou même un nutritionniste serait de grande importance et contribution, surtout pour une croissance et un développement convenable pour l'enfant. Et bien sûr, il y a également plusieurs mesures ou plusieurs fonctions qui pourraient être utilisées en cas de problème d'alimentation. Donc, nous pouvons également utiliser le protocole d'évaluation et de compte rendu des courbes de croissance de l'OMS, donc échelle EAT, également pour ce qui est des problèmes dentaires ou orthodontiques. Donc, au niveau des problèmes d'occlusion, ou même les relations entre les arcades dentaires, ou même lorsque l'hygiène est très mauvaise parce que les parents ne savent pas comment maintenir une bonne hygiène des dents. Et donc, tous ces problèmes-là vont contribuer à des problèmes d'hygiène dentaire, comme les occlusions, les relations entre les arcades dentaires. Et voilà pourquoi il faudra également recourir à l'échelle de Gosselin, par exemple, relative à la croissance crânio-faciale. Et pour ce qui est de l'audition, donc 60% des enfants souffrant de fente labiale rapportent avoir des dysfonctions ou des insuffisances d'audition. Et donc, les présentations cliniques pourraient être douleurs au niveau des oreilles ou même des fonctions de l'oreille moyenne insuffisantes ou même acuité auditive. Alors, ce que nous pouvons faire, en fait, est un examen visuel de l'oreille, la tympanométrie également, ou même parvenir à l'audiométrie tonale. Et
Finalement, il faut également vérifier l'effet psychosocial, donc baisse de l'estime de soi, de l'image de soi, de la motivation, ma performance académique mauvaise, les difficultés au niveau de l'apprentissage. Et donc là, vous pouvez également revoir les résultats rapportés par les patients et également voir qu'est-ce qui est nécessaire à faire, comme recourir au protocole ICS ou CLEFT-Q. Et nous passons à la diapo suivante. Alors là, lorsque vous avez des enfants qui se présentent chez vous à la clinique et que vous avez en fait une équipe multidisciplinaire qui travaille ensemble pour comprendre l'enfant, en général, il faut également mettre ces faire cette évaluation à travers différents domaines pour pouvoir parvenir à une vue d'ensemble de cet enfant-là. Et donc là, qu'il soit en fait de la fonctionnalité ou même de la participation et la contribution à la société. Et là, je vous donne l'exemple d'un enfant de 11 ans qui a en fait une fente labiale et palatine bilatérale et donc s'est présenté à 11 ans avec une difficulté de parole et également après avoir subi une opération pour la dysfonction, l'insuffisance vélopharyngée. Et donc, il y a eu des fautes d'articulation, des difficultés d'articulation, difficultés relatives également à l'apprentissage, à la dentition. Et donc, lorsqu'un orthodontiste l'examine et que nous trouvons également le score 4 sur Gosling et donc lorsque l'enfant également rapporte une douleur au niveau de l'oreille et que nous comprenons également qu'il y a un problème au niveau de type B, du tympanogramme et un problème d'otite. Ainsi, les parents viennent pour nous confirmer que l'enfant souffre de problèmes, de difficultés académiques et d'un apprentissage, de difficultés au niveau de l'apprentissage. Ainsi, nous savons que repérer. On passe à la diapo suivante. Alors, quelle expérience les patients et les parents rapportent-ils? Alors, surtout de notre travail au Brésil. Alors, pour ce qui est de l'expérience de la prise en charge des fentes labiales, donc de la naissance à l'âge adulte, ça commence à la naissance, la petite enfance, donc diagnostic de la fente labiale, les adaptations alimentaires et première intervention chirurgicale. Et puis, parfois, ou d'habitude, nous aidons les familles également à faire le diagnostic des adaptations d'alimentation et même, par exemple, parfois on se demande la question, ou les parents se demandent qu'avons-nous fait pour s'ouvrir de tout cela et donc que faire, comment assurer une meilleure orientation parce que les familles en ont besoin pour pouvoir comprendre cette réalité parce que les familles ne sont pas responsables de ces fentes et donc ne devraient pas être se sentir coupables de ce processus-là également pour pouvoir observer les choses différemment. Il y a le courage, par exemple, les situations d'adaptation avec les familles pour également faire face ou savoir comment gérer le harcèlement, pour surmonter les difficultés d'apprentissage ou même les défis d'adaptation sociale. Et la majorité des enfants sont parfois ou rapportent parfois être appelés de bouche tordue ou de visage écrasé et ils évoquent qu'ils ne veulent pas que leurs parents soient au courant parce qu'ils viendront à l'école pour se disputer et donc là, ils souffriraient encore plus. Et il y a également au niveau de l'adolescence d'autres difficultés liées à l'observation ou à l'observance du traitement qui sont rapportées. Et là, je cite, je ne sais plus quoi faire, nous avons tout fait pour elle, nous l'avons emmenée au Saint-Trignon, nous avons surmonté tant de difficultés pour lui offrir ce qu'il y a de mieux et maintenant elle n'en veut plus. Fin de citation. Il y a également d'autres problèmes rapportés, comme les problèmes d'estime de soi et d'image de soi. Je cite, elle ne se laisse prendre en photo que de profil, là où la fente n'est pas visible, fin de
citation. Et il y a d'autres difficultés comme l'influence des camarades. Je cite, je ne me suis jamais soucié de ma cicatrice, je ne considérais pas la fente comme un problème. Puis un jour, un camarade de classe me dit, regarde, ton nez est de travers. Depuis, chaque fois que je me regarde dans le miroir, c'est tout ce que je vois, mon nez de travers. Fin de citation. Il y a également l'automutilation non suicidaire. Quand je me coupe, je ressens un soulagement. Toute la douleur que je ressens dans ma poitrine semble disparaître. Et puis, on passe à la diapo suivante. Et à l'âge adulte, donc 18 ans et plus, donc, grande attente concernant les résultats chirurgicaux. Je cite, cette opération, c'est mon rêve. J'aurai enfin le visage dont j'ai toujours rêvé et la vie que j'aurais dû avoir si je n'étais pas née avec une fente labiale. Fin de citation. Et donc, finalement, j'aurai le visage que je souhaite et que j'aurais dû avoir. Et ceci est en fait pourrait très changer. Donc, de manière considérable, et nous, en tant que chirurgiens, nous avons en fait le rôle d'accorder cette solution aux patients pour également leur aider à comprendre ces résultats esthétiques et fonctionnels de l'opération, de la chirurgie, également d'améliorer les aspects relatifs à l'image de soi, l'estime de soi et également pour mieux comprendre les responsabilités familiales et arrêter la maladie. Donc, pour ce qui est des faits, donc, tout d'abord, la pratique préventive, et puis l'évaluation et la démystification des croyances familiales concernant la fente labiale et palatine, et puis l'accompagnement psychologique tout au long du développement, et l'élaboration de protocoles visant à évaluer la perception qu'a le patient de sa rééducation, en particulier avant les interventions chirurgicales correctives. La diapo suivante. Merci. Alors, nous allons à l'instant discuter d'un segment très important de cette présentation qui est l'expérience du patient en tant que résultat clinique mesurable. Et comme vous le savez, nous avons commencé à le faire dans la majorité de nos pratiques. Et donc, il y a plusieurs instruments de mesure et plusieurs normes également, ce qui a sans doute été un défi majeur. Et donc, tout d'abord, la mesure des résultats rapportés par les patients, que nous appelons PROM, donc comment le patient se ressent-il ou comment fonctionne-t-il après les soins, après l'opération? Tout d'abord, il se dit oui, c'est parfait, mais puis comme clinicien, nous avons l'impression que ça a progressé ou ça n'a pas progressé autant que nous l'avions souhaité. Et donc, quelle est l'entente, quelle est la compréhension de ces ententes-là ou de ces attentes-là ou de ces résultats, comment ceci se transforme sur le plan quotidien de ces patients-là et à quel point nous avons progressé ou nous sommes avancés. Alors, tout cela est basé sur le domaine, bien sûr, et également, nous essayons de mesurer l'expérience rapportée par le patient que nous appelons PREM. Donc, comment se déroulait l'expérience des soins et quel est le fardeau que soutient les euh, soignants, par exemple. Qu'en est-il de l'expérience positive des patients, de même que lorsque nous demandons en fait une enquête ou même un rapport de la part du patient?
Donc, il s'agit de changer le protocole. Il s'agit pour vous également d'avoir des cycles d'amélioration de qualité. Vous avez besoin de le faire. Alors, c'est un processus constant. Nous avons besoin de travailler au niveau des différentes équipes pour savoir comment est-ce que nous allons le faire pour pouvoir travailler de la meilleure façon possible. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Prochaine diapositive. Donc, l'un des plus importants exemples de l'approche basée sur les standards, sur les normes, c'est CLEFT-Q, qui est utilisé pour examiner justement les résultats basés sur les perceptions subjectives des patients. Les différences au niveau des résultats techniques, au niveau de des perceptions subjectives des patients sont palpables. Par exemple, au niveau de notre organisation, nous avons développé des résultats qui ont été publiés. Il y a également eu des problèmes liés, enfin, l'impact communautaire est également très important, en particulier concernant les techniques, les résultats fonctionnels, les perceptions subjectives, entre autres. Alors, c'est juste un exemple de l'utilisation de d'éléments standards. LevTool est justement un outil dont nous disposons qui nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'évaluation. Alors, nous avons les difficultés liées à la parole et l'impact émotionnel, en particulier au niveau d'adultes. Et les résultats ont montré que la fonction de discours sont liés à d'autres résultats fonctionnels. Il y a des données de mesure de fonctions cliniques. Cependant, il n'y a pas eu de corrélation entre les fonctions de discours et d'autres éléments. Il faut savoir que parfois, ces éléments du discours peuvent ne pas être nos centres. Il est véritablement important de voir qu'il y a certains éléments qui sont très spécifiques, en particulier ici concernant les résultats de vie. C'est un élément qui est vraiment spécifique, qui est spécifique au changement après la chirurgie VPS, qui permet d'avoir les effets fonctionnels et de vie, ce que nous ne voyons pas dans le discours en lui seul. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, juste pour comprendre qu'il y a différents éléments, s'il y a quelqu'un qui veut voir la différence, nous voyons des différences ici, nous voyons, vous pouvez voir dans la boîte de discussion que nous avons mis le lien, vous pouvez consulter cet élément à partir de là-bas. Il y a également les questionnaires, c'est en particulier dans ce cas-ci, il s'agissait de travailler avec l'apparence et les questionnaires basés sur la parole. Alors, tout cela est spécifiquement pour la santé buccale. Merci.
Alors à présent, nous sommes au niveau des mesures, au niveau des expériences rapportées par les patients, nous voyons les différentes expériences. Nous voyons une unité de thérapie pour la parole qui se rend dans les villages, lire une thérapie pour la parole. Alors, comment est-ce que nous le faisons? Nous collectionnons justement différentes données. Nous travaillons avec différents patients qui vivent environ à 260 kilomètres au niveau du rayon. Maintenant, la question c'est comment est-ce que tout cela aide ces patients? Bien, en réalité, nous voyons que est-ce que ces patients ont de meilleures opportunités en termes d'accessibilité et est-ce qu'ils perdent plus au niveau de leurs revenus juste pour se rendre au camp? Donc, il y a différentes questions auxquelles nous voulons répondre en tant que professionnels. Nous voulons voir si ce programme particulier est en train de fonctionner. Est-ce que nous devons continuer avec les avantages de ce programme? Alors, il s'agit d'augmenter les compétences de communication et il s'agit également de faire des suggestions pour de futurs programmes. Vous pouvez voir euh, un échantillon du questionnaire juste là. Il y a une question simple. Quelle est l'explication pour concernant les problèmes auxquels font face les enfants? Alors, nous avons effectué des activités de suivi basées sur des suggestions que nous avons reçues et nous aimons vraiment le faire et nous voyons les résultats concrets de cette stratégie. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous arrivons à obtenir? Parlant de l'efficacité des résultats. Merci. Il est important de voir également les résultats positifs dans la vie des différents participants. Et nous avons sélectionné justement certains éléments pour notre revue. Nous avons choisi 103 parents qui nous ont aidés avec les différents questionnaires et nous avons décidé de continuer et à étendre le camp. Nous avons utilisé des mesures et nous avons fait un suivi après le temps. Nous avons compris que ce que nous avions fait auparavant n'était pas suffisant. Donc, nous avons décidé d'avoir une session après chaque camp pour un service de qualité. Donc, la conclusion était simplement d'améliorer l'impact et la portée de cet impact. Alors, comment est-ce que nous pouvons soutenir les soins liés aux ventes des différents patients? Bien, il s'agit de partager les décisions. Il faut que la stratégie soit basée sur le consentement. Le succès du traitement a besoin de développement de stratégies adéquates pour les patients. Il s'agit pour ces patients d'agir comme il se doit, en particulier lorsqu'il s'agit des procédures. Ces stratégies peuvent être traduites par l'engagement ou alors se traduire par des processus de réhabilitation. Donc, le consentement ainsi que les décisions prises contribuent au développement de stratégies adéquates pour faire face à la situation, et en particulier dans le cadre du traitement du patient. Prochaine diapositive. Ces stratégies doivent être conseillées justement par les membres de l'équipe. Il est important de soutenir la communication avec les patients. Par exemple, vous pouvez utiliser des questions ouvertes. Qu'est-ce que vous pensez justement des chirurgies défuntes? Donc, écoutez de façon active. Vous pouvez
Vous pouvez dire, par exemple, que vous faites de grands progrès, ou alors vous pouvez faire des résumés. Vous, vous avez des attentes importantes concernant les résultats. Bon, alors vous pouvez être sceptique, vous pouvez dire que vous êtes effrayé de ce que peut donner le processus de réhabilitation. Donc, comment est-ce que les recommandations sur les habitudes alimentaires peuvent vous aider à vous remettre de l'opération? Ce sont différents éléments qui peuvent être abordés. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Mode expérience, vous pouvez utiliser également différents outils en fonction de l'âge du patient. Pour des enfants plus jeunes, vous pouvez également utiliser des outils pour leur permettre d'avoir moins d'anxiété pour qu'ils comprennent le processus de traitement. Vous pouvez, vous pouvez justement, c'est quelque chose que vous pouvez faire par exemple à travers des formations. Grâce à l'éducation, il est important de soutenir une préparation pour les procédures. Si ce sont des enfants un peu plus âgés, avant de normaliser leur expérience, valider les différents défis, il est important d'appliquer des stratégies. Par exemple, vous pouvez utiliser d'autres outils tels que les images et des éléments visuels pour les aider. Prochaine diapositive. Chez les adolescents et les adultes, l'on utilise d'autres méthodes dans l'éducation un peu plus formelle, des stratégies de méditation ainsi que la validation afin de faire en sorte que leurs attentes aient de meilleures réponses. Il ne s'agit pas simplement de préparer les patients à la chirurgie, mais faire en sorte qu'ils puissent être réhabilités. Prochaine diapositive. Merci à tous et à toutes pour ces présentations excellentes sur un sujet vraiment difficile. Nous voulons comprendre les défis auxquels vous faites face dans vos pratiques. Et même s'il y a de nombreux défis, nous souhaitons que vous choisissiez l'un de vos grands défis. Alors, quel est votre principal défi par rapport à cette question, en particulier dans la collecte de données au niveau des patients et des familles? Choisissez l'une des réponses qui sont disponibles. Je sais que certains peuvent penser que je fais face à ces différents défis, mais pensez simplement au principal défi auquel vous faites face. Et quelle est votre principale barrière dans l'évaluation des expériences des patients dans votre programme de fente? Et la dernière question, la troisième, quel est l'aspect de l'expérience des patients vous considérez qu'il devrait être vraiment renforcé dans votre programme de fente? Alors, nous voulons vraiment avoir vos réponses sur cette question. Comment est-ce que nous le faisons, Darcy? C'est super. Est-ce que nous avançons? Bien, nous avons l'impression que le manque de temps, c'est le plus grand défi qui a été identifié, ce qui est souligné par la plupart des membres de notre audience, et c'est la plus grande barrière. Donc ici, il y a une égalité, le manque de temps. Mais aujourd'hui, nous avons des outils qui vous donnent des solutions pour y faire face, mais il y a également les difficultés qui concernent la réhabilitation des patients sur le long terme. Donc, quel est l'aspect, est-ce que vous préférez améliorer? Et ici, il y a un gagnant clair, c'est la qualité générale de la vie. Donc, c'est de cela qu'il s'agit principalement.
Ensuite, nous avons la satisfaction de la chirurgie, mais la qualité de la vie, c'est l'élément le plus principal selon la plupart des personnes qui ont répondu. Alors, merci d'avoir répondu à cette enquête. Nous allons passer à la discussion du panel. Cette discussion sera modérée par le professeur Adeola Olosoya et elle est chirurgienne en xyloféché, en particulier avec une spécialisation en résultats de fente. Elle a travaillé dans ce secteur au cours des 18 dernières années et elle est professeure dans le sud-ouest du Nigeria. Elle est également présidente de l'Association panafricaine pour la fente labiale et palatine. Alors, merci, docteur. Nous devons vraiment être d'accord sur le fait que ces débats ont été vraiment formidables pour tous nos panélistes. Je remercie tous nos différents panélistes et merci encore de me donner cette opportunité pour mener cette discussion entre différentes spécialités au niveau des soins des fentes. C'est vraiment un espace très instructif. Et je vais commencer ma présentation en posant certaines questions et par la suite, nous allons ouvrir le micro pour qu'il y ait des questions de l'audience ou alors de nos panélistes. Alors, je vais commencer. Commencer par Christina Murphy, docteur Christina Murphy. Lorsque l'on parle de soins de fente, on parle très souvent de résultats chirurgiques, par exemple, au niveau des cliniques. Mais l'expérience peut être très différente de la perspective du patient ou de la famille. Donc, docteur, est-ce que vous pouvez parler juste pour un moment euh, à quel moment est-ce que votre évaluation n'a pas correspondu à l'expérience du patient ou de la famille? Comment est-ce que cela a changé la façon dont vous approchez les soins? Donc, Christina Manfi, s'il vous plaît. Merci. Je vais juste donner quelques exemples de ma propre expérience. Comme ma collègue l'a mentionné, l'expérience de votre patient, le fait de mesurer les résultats sont un élément important, en particulier au niveau de la production de la parole. Bien, il y a eu une centaine de patients avec lesquels nous avons travaillé, nous avons fait une enquête et nous avons eu une expérience. Et 100% des parents avec qui nous avons travaillé ont dit qu'ils seraient prêts à reprendre cette procédure. Mais il y a également un aspect qui a été relevé, il y a une partie de l'expérience qui n'a pas été si bonne. Il y a par exemple des personnes qui ont voyagé pour venir à l'hôpital pour cette procédure et ces personnes ont trouvé tout cet ensemble assez difficile. Et également, il faut dire que les nouveau-nés ont certaines difficultés à s'adapter aux équipements qui sont utilisés. Mais il y a des points vraiment très importants. Je pense qu'il y a des avancées qui sont faites aujourd'hui au niveau de la technologie qui vont faire en sorte que ces problèmes disparaissent. Et nous travaillons tous afin que cela soit possible. Mon deuxième exemple, c'est un traitement. Il y a le traitement du nez. Il y a de nombreux enfants qui grandissent et ne s'inquiètent pas de la situation de leur nez, ne savent pas comment est-ce qu'ils peuvent être affectés. Mais une personne qui a par exemple besoin de thérapie, de soins du nez, quelque temps après, comprend que le patient et le chercheur sont d'accord sur le fait que la procédure a été bonne. Mais il y a des personnes qui reviennent des années plus tard qui signalent d'autres problèmes, mais ils ne reconnaissent pas du tout. Alors, il y a des personnes qui ont des difficultés à cause de leur apparence et et qui n'arrivent pas à être complètement satisfaites. Alors, l'une des choses importantes à souligner, c'est que nous devons prendre en compte que leurs attentes ne doivent pas être surévaluées. Et le psychologue doit également aider ces personnes à pouvoir faire face à ces situations. Nous l'avons vu dans les diapositives, par exemple. Il est vraiment important. C'est une chose vraiment importante et il est important pour l'enfant et pour les parents d'être capables de comprendre
qu'il est important d'apprendre à vivre une vie normale. Alors, il est important de fournir ce soutien psychologique, pas seulement aux patients, mais également aux parents. Il est important que ce soit une priorité, quel que soit là où nous nous trouvons dans le monde. Je sais qu'il y a différentes barrières, mais c'est une chose qui est vraiment urgente pour la plupart des cas. Merci, docteur Christian Murphy. Je pense que nous sommes d'accord. Le suivi, c'est quelque chose d'important parmi les praticiens. La prochaine question, c'est le suivi sur le long terme est important pour comprendre les résultats finaux, comme il a été souligné ici. Et pourtant, il y a de nombreux programmes qui font face à des difficultés dans la gestion de l'engagement, en particulier face à des défis. Comment est-ce que vous êtes capable d'évaluer les résultats ou alors améliorer les soins dans votre centre? Et quelles sont les stratégies qui ont été les plus efficaces dans votre centre pour maintenir le suivi à long terme et pouvoir obtenir des données importantes. Docteur Abnab, s'il vous plaît. Merci, docteur. C'est une question vraiment très importante. Je pense que c'est un défi très important pour la plupart des soins de traitement de fente, en particulier de la façon dont les résultats finaux sont mesurés. C'est important parce que cela nous permet de valider nos protocoles et de savoir comment est-ce que la, la procédure doit fonctionner. Nous avons déjà des protocoles qui existent, mais au niveau de notre centre, déjà, il faut rappeler que euh, nous essayons de faire une analyse pour savoir comment est-ce qu'il y a 20 ans, les protocoles se présentaient afin de pouvoir voir et nous travaillons à faire en sorte que, afin de pouvoir travailler avec des patients de 20 ans pour pouvoir faire un suivi sur le long terme. Et il y a différentes personnes avec qui nous avons travaillé très souvent sur le long terme pour obtenir des données concrètes. Mais je veux croire que les patients qui ne reviennent pas vers nous à la suite de ce suivi n'ont aucun problème. Donc, ils sont garants de la qualité de leur vie et donc la chirurgie a eu un impact positif sur leur vie. Alors, nous voyons à quel point les résultats sont bons, du moins pour les résultats que nous avons reçus. Donc, nous avons fait des estimations, soit nous surestimons, soit nous sous-estimons nos résultats en fonction des données concrètes dont nous disposons. Maintenant, à présent, grâce à la technologie numérique, nous arrivons à parler avec ces personnes lors de consultations en ligne. Si ce n'est si ce n'est pas possible, il y a d'autres moyens également qui existent. Nous leur expliquons lors de la première conversation à quoi ressemble justement le, le suivi et comment est-ce que il pourrait faire face aux effets secondaires qui pourraient surgir. Alors, dès le départ, toutes ces informations leur sont partagées et cela vraiment rend les choses plus faciles pour nous pour pouvoir réaliser le suivi. Mais je ne vais pas dire que le système est parfait. Merci. Merci, docteur Abnall, pour ces informations. La prochaine question s'adresse au docteur Evans. Est-ce qu'il y a des recommandations ou des approches que vous voulez suggérer à d'autres équipes qui font face au même défi concernant le suivi? Merci, docteur. Je dirais que oui. Je pense que l'une des recommandations les plus importantes, c'est d'adopter une approche centrée sur le patient dès le début du traitement. Et toutes les équipes peuvent le faire. Il s'agit de construire une relation de confiance avec les patients, les familles, fournir des informations claires et appropriées, écouter leurs préoccupations. Tout cela permet de démontrer l'engagement sur le long terme. Même en tant que psychologue, parce que nous avons des équipes de psychologues avec nous, nous nous rendons compte que les professionnels de la santé peuvent faire en sorte que la communication soit meilleure en encourageant des décisions partagées, soutenant le consentement de la famille, entre autres. Et en particulier, lorsqu'il s'agit de nos procédures. Un autre point
prendre en compte, ce sont les attentes du patient et les réponses le long de la réhabilitation et les procédures médicales. Il y a des techniques simples telles que la couverture des fentes ou alors la communication, euh, la méditation peuvent aider à trouver des domaines d'amélioration et aider à la réhabilitation de ces patients. Merci, docteur Ibat. Je vais ajouter juste un élément. Lorsque je considère l'aspect psychosocial, je, je, je pèse mes mots lorsque je parle d'aspect social, lorsque l'on parle des spécialistes, lorsque l'on voit, par exemple, on dit que les spécialistes sont des volontaires. Ceux qui sont dans mon centre diront vraiment que c'est vraiment formidable. Nous voyons l'engagement, nous voyons l'aspect humain des soins qui sont fournis et de ceux qui donnent les soins. Alors, c'est un aspect vraiment important à considérer. J'ai également une question pour le docteur Klepsi. Il y a euh, différents spécialistes qui de différentes mesures de protocoles. Il y a différents protocoles qui existent que nous pouvons utiliser. Mais nous avons déjà vu dans notre enquête qu'il y a euh, les outils sont vraiment limités. Donc, quel outil privilégier? Donc, est-ce qu'il y a des outils que vous pensez que chaque programme de vente doit privilégier, Dr. Hopkins? Merci, c'est une question vraiment très intéressante. Je pense que nous avons deux principales questions auxquelles nous devons répondre. Déjà, quand est-ce que le résultat doit être mesuré? Je pense qu'il y a des points vraiment critiques. Du vivant, des patients. Ensuite, il y a certaines situations qui nous permettent de mesurer d'une meilleure façon les résultats. Par exemple, en cas de chirurgie et entre autres. Ce sont certains éléments à donner. Je pense que c'est vraiment important. Ce sont des informations de base qui peuvent être obtenues très facilement. La seconde question, c'est comment? Cette question est vraiment difficile parce qu'il y a de nombreuses façons de mesurer les résultats. Je peux dire par exemple le nez, un nez qui n'est pas dans son état normal, ou encore d'autres variables. Ce sont des éléments que nous pouvons utiliser, mais ce n'est pas suffisant pour tous les centres. Donc, ce que nous devons faire, selon moi, est d'utiliser un instrument qui est validé par ce centre pour mesurer les résultats. Il est important d'avoir cet instrument pour valider et pour valider les métriques. C'est vraiment important à mon avis. Et je pense que la qualité des résultats n'est pas simplement la seule chose qui doit être évaluée. Il y a également la qualité du centre qui doit être prise en compte. À ce niveau, le suivi est très important. Et donc, mon dernier commentaire concernant la dernière question, la meilleure façon d'avoir un suivi adéquat, c'est de fournir des résultats favorables. Croyez-moi, les patients reviennent lorsque vous faites les choses de la bonne façon. Merci, docteur. La dernière phrase est vraiment très inspirante. Bien, nous manquons de temps, alors je vais inviter les panélistes, s'il est possible, de simplement vous exprimer en une minute chacun pour partager vos impressions. Si vous pouvez partager un exemple spécifique où les données des résultats cliniques au niveau des patients, des familles ont aidé vraiment à l'amélioration du travail de votre équipe ou comment est-ce que les soins ont été fournis. Alors, en moins d'une minute, vous avez la parole. Docteur Christina Murphy, s'il vous plaît, vous avez la parole. Donc, en moins d'une minute, avant de répondre à cette question, je vais parler de deux problèmes que nous avons abordés. Je suis d'accord avec le docteur Obansé et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit concernant les données que nous avons
collectées, nous voyons que l'une des principales difficultés, c'est que nos procédures soient plausibles. Ensuite, j'ai une expérience, j'ai réalisé la rhinoplastomie dans mon domaine. Nous avons essayé de considérer les résultats que nous avons obtenus. Nous n'avons pas été capables de changer l'état du nez, par exemple, parce que simplement il y avait une certaine incompatibilité. Nous avons trouvé des résultats excellents. Dans certains cas, il y a des cas dans lesquels les chirurgies primaires n'ont pas été efficaces. Je veux simplement dire que il y a certaines chirurgies non plus qui ne sont pas recommandées pour une certaine tranche d'âge. Aujourd'hui, j'utilise une technique qui consiste à opérer le nez. Je n'ai pas de résultats sur le long terme, mais je sais que je vais avoir des résultats avant 60 ans. Merci, docteur Abner. La même question pour vous. Alors, je veux mentionner des éléments sur la parole. Nous avons déjà fait une étude il y a déjà quelques années. Je m'attendais à vraiment, nous avons fait ce camp avec beaucoup de formation et nous allons avoir un camp avec qui sera excellent et qui va nous permettre de voir que nos patients apprennent des choses importantes pour eux. Bien, en 6 mois, nous essayons de travailler, essayons de voir si ces patients vont revenir dans 6 mois. Et parfois, nous nous rendons compte que les résultats sont les mêmes. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et donc, c'est quelque chose, c'est un temps perdu. Alors, c'est assez intensif, mais il est important de savoir que l'apprentissage constant est important afin d'obtenir des résultats probants. Merci. Merci, docteur Abna. Docteur Ibas, s'il vous plaît. Je pense que nous avons un exemple avec notre équipe multidisciplinaire. Nous avons les pathologies de la parole, des psychologues, des généticiens. Nous avons différents membres et différentes équipes qui travaillent ensemble. Et tout ce travail est évalué par l'équipe générale. Il s'agit de mettre sur pied les procédures avant même de passer aux opérations. Alors, nous avons parlé de ces différentes choses et nous avons partagé les décisions que nous avions prises avec nos différents patients. Et ce sont des choses vraiment utiles à faire. Et la prochaine étape à présent, c'est que nous allons essayer de mettre en œuvre le système de Cleft Q centré sur l'utilisateur. Pour l'instant, nous l'utilisons seulement pour la recherche. Docteur Percy, à présent. Je vais déjà répondre du point de vue du fardeau des soins. Je pense que il y a une relation entre ce fait et le traitement que nous fournissons. Parfois, je suis vraiment surpris de voir combien de traitements sont ajoutés par différents spécialistes. Donc, nous avons un nombre énorme d'interventions qui sont faites sur le patient. Je pense que plus d'interventions ne veulent pas dire que les résultats seront meilleurs. Parfois, moins d'interventions sont meilleures pour des résultats probants. Alors, il est important de le savoir dans différents domaines. L'accumulation de soins ou d'interventions n'est pas scientifiquement démontrée par la recherche scientifique normative. Alors, nous devons parler de qualité, nous devons prendre en compte le fait que le traitement que nous fournissons doit être validé pour qu'il puisse être utilisé. Parce que actuellement, ce n'est pas le cas.
Et le patient ne fait que souffrir. Le patient subit le stress. Et à côté de cela, il y a d'autres difficultés. Alors, c'est vraiment pertinent que dans différents domaines, nous le faisions. Imaginez que, par exemple, que vous imposiez différents traitements sur un bébé, sur un patient. Ce patient va expérimenter beaucoup de stress. Et nous ne savons pas exactement ce qui va arriver sur le long terme à la suite de cette accumulation de traitements. Alors, il est important que nous considérions très soigneusement le fardeau des traitements. Merci. Bien, le temps est contre nous. Est-ce que nous pouvons prendre juste une ou deux questions du public, si possible? Est-ce qu'il y a une question de la boîte de discussion? Nous avons juste quelques questions que je vais euh, souligner. C'est comment est-ce que nous arrivons à mesurer les résultats sur la base des attentes des patients. Si les résultats et les attentes ne sont pas pareils, alors si le patient fait un autre rapport par rapport aux résultats que vous avez mesurés, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ce qui est important pour nous, c'est que nous devons comprendre ce qui s'est mal passé. Parce que très souvent, les patients pensent très différemment. Je vais vous donner un exemple. Ce matin, je faisais une cleft note bilatérale et j'ai demandé au patient qu'est-ce qu'il voulait. Et il m'a dit, la pointe de son nez doit aller plus haut. Et l'un de mes collègues a intervenu et a dit, il y a d'autres problèmes plus sérieux que celui-ci. Alors, je pense qu'il est vraiment important de comprendre les besoins du patient et voir si ces besoins peuvent trouver des réponses en particulier lorsque ces problèmes sont liés à l'apparence ou alors la santé psychologique du patient. Donc, je vais également parler de ce que le docteur a dit sur le fardeau des traitements. Je n'ai aucun problème avec cette question. Il est important de réduire le fardeau des traitements. Mais cela ne veut pas dire que nous devons abandonner les différents traitements, mais il y a des meilleures façons de le faire. Il y a des collègues, par exemple, qui font des chirurgies de la fente et d'autres d'un autre élément du corps. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Je pense que, comme vous l'avez dit, il va y avoir des changements sur le long terme, mais il est déjà important d'identifier le fardeau des traitements sans pour autant perdre en efficacité. Merci. Merci, docteur Christian Murphy. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la boîte de discussion? Bien, est-ce qu'il y a différents des âges spécifiques au cours desquels les résultats euh, des retours des patients sont recommandés? Est-ce que je peux répondre à cette question? S'il vous plaît, oui, c'est possible. Vous avez la parole. Bien, il y a différentes époques, il y a différents âges, comme je l'ai dit dans ma présentation PowerPoint, mais je pense que c'est vraiment, euh, je pense que l'âge critique, c'est l'âge préscolaire, parce que le principal impact, c'est que le patient reçoit justement les traitements au niveau de la période où il va à l'école. Et à cette période de leur vie, ils ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Et généralement, là, ils ont ce problème avec cette fente. Ils sont donc il faut se poser la question, est-ce que le patient est dans la meilleure situation possible? Et je suis d'accord avec ce qui a été dit par Murphy. La meilleure condition, c'est justement à cette étape scolaire. Parfois, le patient a des difficultés au niveau de son palais ou alors un problème avec le nez ou des domaines importants du visage qui doivent être opérés.
Et parfois, ce sont des problèmes qui sont retardés. J'ai vu des patients à 20 ans, à 30 ans, qui vivent sans pouvoir parler correctement ou alors qui ont un problème palatal, tout simplement parce que d'autres professionnels ont dit, bien, ce problème ne peut pas être corrigé là maintenant à bas âge. Et là, je pense que c'est une question très importante. Nous devons corriger toutes ces questions, régler tous ces problèmes avant l'étape de l'école. Et nous, il est important euh, de prendre en compte le fait que les meilleurs résultats possibles seront obtenus à l'étape préscolaire parce que l'impact psychologique sera très important. Mais rappelez-vous que le problème physique peut être résolu, peut être corrigé, mais le problème psychologique peut être très difficile à corriger. Merci. Merci infiniment, merci à tous nos panélistes, merci pour ces échanges qui ont été très actifs, très dynamiques. Je veux vraiment dire que nous devons applaudir Smile Trail parce que cette organisation nous a permis d'avoir ce moment pour parler d'un sujet vraiment important en différents spécialistes. Et nous sommes arrivés à comprendre qu'il y a beaucoup plus après la phase de l'opération. Et il y a des humains après la phase d'opération de la fente. Merci. Merci. Je repasse la parole à la modératrice. Merci. Merci. Ce fut fantastique. J'ai vraiment adoré. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Merci à nos différents panélistes, nos orateurs pour le temps partagé. Merci d'avoir facilité cette session fluide. Nous avons une dernière enquête. Zoom, je pense que vous avez tous reçu. Vous allez recevoir le lien pour écouter l'enregistrement de la session. Vous allez pouvoir faire des suggestions pour d'autres d'autres rencontres de formation. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir été avec nous pour cet événement. Passez une excellente journée. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée. Merci infiniment. Merci Darcy et Tim. Je vais garder l'enquête à l'écran juste pour quelques minutes, juste au cas où vous voulez remplir. Vous avez encore quelques minutes.